Jour du jugement de la gestion de Victorin Lurel. L'audit commandé par Harry Chalus consacre une brutale dégradation des finances en 2015. Le reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter dans ce journal. Et la CIMAD s'inquiète du sort réservé aux étrangers sans papier. Les préfectures des départements des Antilles et de la Guyane seraient les championnes de l'expulsion, dénoncent les avocats de la CIMAD. Le reportage d'Isabelle Hameau est à venir. Et il fait l'objet de toutes les attentions. Certains craignent même de le voir disparaître. Le fruit à pain est à l'honneur à Lamentin. Focus sur un fruit chargé d'histoire et de poésie avec Linda Kayarzi. Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver. Il faudra se serrer la ceinture. Ce sont les mots du président de région Harry Chalus à l'issue de cette première journée de l'Assemblée plénière du Conseil régional. L'audit commandé par l'équipe actuelle confirme la dégradation des finances en 2015, une année qui coïncide avec les élections régionales. Le reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. Annoncé lors de la séance plénière du budget primitif, les inquiétudes de la nouvelle équipe ont été confirmées par l'analyse de Michel Klopfer. L'audit des finances de la région sur la période 2011-2015 a révélé une dégradation brutale des principaux indicateurs financiers en 2015. Si nous avions fait cette analyse, je préfère utiliser le terme d'analyse que d'audit, si nous avions fait cette analyse il y a un an, nous aurions dit que l'épargne était satisfaisante, que la dette était encore à un niveau honorable, mais qu'en revanche, il y avait déjà des engagements très lourds au-delà de ce que la région est capable de réaliser, qu'en un an, l'épargne a considérablement décliné, que la dette a formidablement augmenté, puisqu'il y a eu une augmentation de 40% de l'encours, ce qui est quelque chose qu'aujourd'hui plus personne ne peut se permettre. Dont l'ancienne équipe a eu recours. Mais du côté du camp Lurel, on considère que la majorité se montre alarmiste et qu'au vu des chiffres, la montagne a accouché d'une souris. L'audit a clairement révélé, et le compte administratif aussi, que la situation financière de la région est saine. Tous les indicateurs sont ouverts. Il y a évidemment une petite dégradation concernant l'excédent brut, mais en tout état de cause, cela permet encore à la région, évidemment, de s'endetter, d'autant plus que nous n'avions pas pris le pari lors de notre gestion de toucher à la fiscalité. Parce qu'il y a deux leviers pour pouvoir favoriser le développement économique de territoire, soit la fiscalité ou soit les emprunts. Nous n'avons pas de marge concernant la fiscalité. Aujourd'hui, dans la nouvelle structure financière, les régions n'ont pas de marge. Les seuls éléments concernant donc des taxes et autres. Mais en même temps, nous voulons maintenir une activité économique forte. C'est pour cela, malgré cette situation, nous allons faire des efforts sur les différents budgets, mais ne pas pénaliser donc, les Guadeloupéens à travers donc, des taxes ou autres. La forte dégradation porte à la fois sur le fonctionnement et l'investissement. La région s'est endettée de 92 millions d'euros supplémentaires, soit 40% en une seule année. Le rôle de Michel Klopfer est d'avertir les élus et les administratifs sur un risque de dérive et voir le danger d'une mise sous tutelle. Le cas s'est présenté en Martinique en 1991. Alors en termes de prospective, il faudra être très modéré. Nous n'avons pas considéré d'augmentation de dépenses sur les compétences du département qui vont être transférées à la région. Disons que nous avons pris des hypothèses modérées et malgré cela, nous voyons que les comptes se détériorent. Pourquoi la région jusqu'à maintenant, et là on est sur un plan purement administratif, n'a pas été en mesure d'identifier ce qu'on appelle le service fait. C'est-à-dire qu'elle est en retard aujourd'hui sur la prise en compte des engagements de l'année précédente. Elle ne paye pas toutes ses factures et elle a aujourd'hui plus d'1 milliard d'engagements qui ont été pris sur l'avenir. Un montant extraordinaire, plus d'1 milliard d'autorisation de programme et dont plus de 500 millions déjà engagés qui vont affecter les années à venir, puisque nous l'avons dit, la région avait une capacité d'investir de pratiquement 100 millions, 109 millions. Quand vous avez 500 millions d'engagements, ce qui veut dire que vous vous engagez déjà pour 100 millions chaque année. Il faudra trouver les moyens de restaurer une capacité annuelle d'investissement de l'ordre de 150 millions d'euros et donc faire des économies drastiques pérennes en fonctionnement ou trouver des recettes. Les éléments qui ont été avancés sont quand même inquiétants, puisque vous l'avez vu, comment même s'il y a un compte administratif en positif de 11 millions, mais en réalité, il doit être impacté de pratiquement
50 millions lorsqu'on prend les 29 millions de factures et 30 millions de subventions qui vont gréver le budget 2016. Nous venons d'être élus, il nous appartiendra de mettre en place notre programme. Il faudra trouver d'autres marges de manœuvre, puisqu'aujourd'hui, si nous ne faisons pas un 3 litage, c'est seulement ces engagements qui pourront être mis en application. Donc, deuxième élément, nous serons obligés donc de réduire sur le coût de fonctionnement de la région, de manière à dégager des marges pour ces investissements et maintenir notre épargne brute, puisque c'est essentiel pour une possibilité donc, de pouvoir recourir à de l'emprunt. Accusé de flagrant délit de démocratie quant à sa gestion en 2015, l'ancienne équipe vexée rétorque sur un ton sarcastique. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de Marie-Louise Conchard, maire de Basse-Terre, avec toute la sympathie que je peux lui accorder, parce que son budget a été déféré devant la Chambre régionale des comptes, on lui demande de revoir son budget. Donc vraiment là-dessus, nous n'avons aucune leçon à recevoir. Et de toutes les façons, le compte administratif du conseil régional est excédentaire de 52 millions d'euros. 36 millions d'euros concernant le compte de gestion et 37 millions d'euros concernant évidemment l'épargne. Bon, donc je veux dire que vraiment, non, là-dessus, les chiffres sont là. Je pense qu'il faut arrêter de polémiquer, il faut arrêter de faire des petites phrases. Les chiffres sont ce qu'ils sont. Maintenant, aujourd'hui, il nous appartient de nous mettre au boulot. Il y a tout lieu d'espérer car la région Guadeloupe ne va pas disparaître. Chaque équipe qui s'installe doit préparer l'avenir. L'équipe Chalus a plusieurs scénarios. À elle de prendre ses responsabilités. Alors que le Panama inaugurait hier ses 2 nouvelles écluses, ce matin, le port maritime de la Martinique célébrait l'extension du terminal de la Pointe des Grives, un site dont la superficie a été augmentée de plus de 2 hectares. Il est entièrement consacré à l'activité de manutention des conteneurs. Reportage Loïc Régis et Michelet François. Une surface s'agrandit sur 2 hectares de terre-plein. Une nouvelle capacité de stockage de 50 000 conteneurs supplémentaires. L'extension du terminal offre la perspective d'un développement et une augmentation des activités. Ce nouvel outil était très attendu par les acteurs de la zone portuaire. Si il y a autant d'investissements qui ne sont pas générateurs d'emplois, ça n'a pas de sens pour moi. Donc, d'autant plus que nous avons ce qu'on appelle des viviers qui sont encore là depuis 2, 3, 4, voire plus que ça, d'années, qui sont en train d'attendre d'être embauchés un jour. Donc, c'est pour ça que nous y sommes. Donc, j'y suis en plein, comme on dit, parce que je crois à la création d'emplois. La modernisation des infrastructures portuaires est en cours. Ce chantier est la première partie d'un projet en 3 volets. L'objectif est de faire de la Martinique une plateforme incontournable de la Caraïbe. Dans le bassin, la concurrence est rude, mais notre île a de quoi se démarquer. Des atouts naturels, d'abord la profondeur que nous avons ici, qui fait de nous un port en eau profonde, ça c'est quand même pas donné à tous les ports. Et puis nous avons également la sûreté. Vous savez, quand un conteneur est déposé sur un port, quand l'opérateur sait que son conteneur ne sera pas dépouillé, c'est un confort intellectuel et financier important. Alfred Marie-Jeanne se vante d'être à l'origine du projet en 2003. Alors président de région, il avait en partie financé la construction du terminal de la Pointe des Grives. Nous avons avancé les crédits. J'ai pris un risque. Et c'est pourquoi, in fine, vous avez vu, j'étais un peu provocateur. J'ai dit qu'en 2003, j'y étais. En 2007, j'y étais. Et que me revoilà en 2016 pour continuer. Et j'espère effectivement que l'on va essayer de voir d'ici la fin de l'année si on peut signer un contrat général d'engagement étalé sur plusieurs années. La prochaine tranche de travaux est prévue sur la partie nord de l'espace portuaire. Le Grand Port Maritime est la première plateforme logistique de la Martinique. 98% des marchandises échangées transbordent par le site. En Guyane, une simulation d'attaque à la bombe avait lieu dans les rues de Cayenne aujourd'hui. Un exercice inspiré directement du scénario du Bataclan en novembre dernier. Le reportage est signé Ayodele Germain d'ATV Guyane. Entraînement général avant le scénario catastrophe. Faux sang, blessure plus vraie que nature, cet exercice débute dans une ambiance bon enfant.
Mais les choses sérieuses ne tardent pas à commencer. À 20h30, l'alerte est donnée. Une déflagration a été entendue au Dancing Club de Nana. Les victimes légères commencent à évacuer les plus graves. À la préfecture, la cellule de crise s'organise. J'ai demandé qu'on fasse un bouclage de la zone d'une centaine de mètres pour pouvoir faire en sorte qu'on évite un double attentat. C'est vraiment l'objectif premier, le bouclage et l'évacuation des personnes qui sont dans ce périmètre de 100 mètres et interdire à quiconque de rentrer dans ce périmètre, c'est vraiment le premier objectif. Les secours viennent d'arriver, mais ils n'interviendront pas pour l'instant. Ils craignent le suraccident. Deuxième objectif, c'est sécuriser les lieux, c'est-à-dire faire rentrer les personnes habilitées à pouvoir attester qu'il n'y a pas de deuxième, voire troisième bombe, c'est-à-dire les démineurs, et accompagnés du GPI, du groupement d'intervention de la gendarmerie, pour pouvoir les sécuriser. Une fois que les démineurs nous diront c'est bon, c'est clean, il n'y a pas de souci, on va faire rentrer les services de secours, à savoir les pompiers, le SAMU et toute l'aide qu'on peut avoir pour pouvoir porter assistance à l'ensemble des victimes. Lors de cet exercice, services de l'ordre, de la santé et autorités préfectorales s'entraînent à réagir efficacement face à une situation d'extrême urgence. On est sur un exercice attentat, on va dire, un peu comme ce qui s'est passé malheureusement au Bataclan. Là, heureusement, c'est un exercice, donc l'objectif, c'est de tester toutes les chaînes de commandement, à savoir le bouclage de la zone, mais également tous les secours pour intervenir. Pour moi, c'est super, parce que justement, ça permet le jour où j'aurai une situation où je devrais prendre en charge des patients, de comprendre la situation et puis d'essayer de faire au mieux. Ça met surtout en valeur les problèmes qu'on rencontre, évaluer, analyser et régler pour une fois où ça se passe en vrai. Malheureusement, on trouve qu'il n'y a pas assez d'exercices, mais c'est déjà très bien. Et je crois que c'est la première fois qu'il y a un exercice d'une telle ampleur, donc c'est parfait. Un autre exercice du genre devrait avoir lieu l'an prochain. Et le secteur de la pêche est confronté à un immense défi, celui de nourrir la population tout en préservant les ressources naturelles pour les générations futures. Pour y parvenir, tous les 2 ans, une commission rassemblant 34 États des pays riverains du Golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes se réunit pour établir une politique commune. Cette année, cette 16e session de la COPACO se tenait en Guadeloupe. Nicolas Diaz, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire général du comité des pêches. Alors, j'ai bien expliqué le principe de la COPACO. En quoi cette 16e session est-elle importante pour les pêcheurs de la Guadeloupe ? Alors, 16e session, tous les 2 ans, on voit que c'est une organisation qui travaille depuis 32 ans à essayer de faire les meilleurs diagnostics sur la pêche de la région, de manière à pouvoir trouver en commun des solutions de gestion, puisque on se nourrit, on pêche en Guadeloupe des stocks qui sont des stocks partagés. Le lambi est une ressource de la Caraïbe dans son ensemble, c'est le cas de la langouste également, et que dire autrement des espèces de migrateurs comme la dorade. Donc il faut, ces stocks que nous partageons, il faut absolument les gérer en commun, c'est le travail de la COPACO. Pour cette 16e édition, il y avait un enjeu particulier, c'était celui d'une évolution stratégique, d'un changement, de passer d'une structure organisation régionale de pêche qui a un pouvoir de recommandation, simplement, qui ne sont pas des recommandations applicables nécessairement par les États, de passer à une organisation régionale de gestion des pêches. Donc là, c'est une organisation qui se doterait d'un pouvoir réglementaire qui serait opposable aux différents États. Donc on voit qu'il y a une transition de recommandation, on passerait à réglementation. Et qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les pêcheurs ? Alors ça veut dire que c'est bien, on aurait des réglementations communes à l'ensemble de la Caraïbe et elles s'appliqueraient de facto aux régions françaises de la zone, régions européennes, parce que n'oublions pas que dans cette COPACO, nous sommes représentés par l'Union européenne qui a une compétence en fait exclusive, hein, c'est notre traité, c'est l'Europe qui parle en notre nom, y compris dans la Caraïbe. Alors que comprend justement ce cadre réglementaire? Parce que ce sont des pays qui ont des législations différentes. J'imagine que c'est difficile d'harmoniser un petit peu tout ça. Bien entendu, on a des réglementations différentes. C'est d'ailleurs vrai même entre la Martinique et la Guadeloupe. Donc que dire pour les 34 autres pays? Donc il y a un enjeu effectivement d'harmonisation. Alors ce basculement vers un pouvoir réglementaire, il va se faire
dans une transition qui va prendre quand même plusieurs années, mais la décision de ce basculement a été prise en Guadeloupe la semaine dernière. Donc là maintenant on rentre vers un processus de plusieurs années avec des dimensions juridiques, des dimensions aussi de meilleure connaissance, parce que tout le monde a reconnu aussi qu'on manque de savoir, qu'on manque de connaissances sur l'ensemble de ces stocks que nous exploitons en commun. Donc un gros enjeu d'accumulation de davantage de connaissances pour pouvoir justement poser les réglementations les plus adaptées. Il faut aussi pouvoir, dans l'intervalle, organiser mieux la police et le contrôle, parce qu'une réglementation ne vaut que si on a les moyens de l'appliquer. Et justement, il a été aussi question d'intensifier la lutte contre la pêche illégale. Qu'est-ce que ça représente chez nous ? Alors, chez nous en Guadeloupe, c'est par définition très difficile de pouvoir quantifier ce qui n'existe pas. Maintenant, on sait que c'est significatif. On a avancé des ordres de grandeur pour l'ensemble du bassin caribéen, qui était de l'ordre de 20% à 30% des prélèvements de la pêche qui se ferait de façon illégale. Et à cette pêche illégale, évidemment, s'ajoute aussi tout un commerce illégal. Par rapport avec le conflit qui a eu lieu dans les années précédentes avec Antigua, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Alors, où peut-on pêcher ? Alors, clairement, non. Normalement, les pêcheurs guadeloupéens n'ont pas à pêcher dans la zone économique exclusive antillaise. Maintenant, c'est vrai que les conflits de frontières, on va dire, se sont quand même sensiblement atténués. Il y a encore quelques petites réminiscences, et puis c'est vrai que là, pour le coup, ce qui nous manque, c'est une reconnaissance mutuelle d'une frontière maritime qui n'est toujours pas officialisée. Donc déjà, savoir où passe la ligne, ça pourrait simplifier les relations. Et justement, quel est l'état de la ressource en Guadeloupe ? Alors, là aussi, je dirais, c'est pas le seul cas de la Guadeloupe qui est préoccupant, c'est celui de l'ensemble de la Caraïbe, ce que nous ont dit d'ailleurs les membres et les diagnostics posés par les groupes de travail, parce que la COPACO, c'est pas juste une réunion tous les 2 ans, c'est dans l'intervalle tout un tas de groupes de travail thématiques, par exemple sur la langouste, sur le lambi, sur les DCP, pour nos voisins guyanais, sur la crevette des plateaux des Guyanes. Donc il y a 10 groupes de travail au total, et les diagnostics issus de la meilleure connaissance possible, il y a 30% des stocks que nous exploitons qui sont surexploités. Le diagnostic est sûr, donc surexploitation pour 1/3 des stocks, pleine exploitation pour 1/3 des stocks également. Pour 1/3 des ressources, point d'interrogation. Et c'est là qu'on manque de connaissances. Et seulement pour moins de 10% des ressources, on aurait un diagnostic de sous-exploitation, donc d'un potentiel de développement. Donc ce diagnostic, il est généralisé. Et c'est bien pour ça qu'il va falloir apprendre à gérer en commun, se garantir des pêcheries durables par des règles communes. Et justement, qu'est-ce que prévoit la COPACO ? Qu'est-ce qu'elle prévoit comme préconisation ? Alors, on n'en est pas là. Déjà, là, elle se doterait d'un pouvoir réglementaire, et c'est les discussions des années à venir qui vont dire d'abord sur quelle zone géographique on va travailler, avec un enjeu. Est-ce que la COPACO, par exemple, doit être aussi compétente pour les zones de haute mer, c'est-à-dire au-delà des zones économiques exclusives des différents pays. La deuxième chose, c'est quel mandat, c'est-à-dire sur quelles espèces on va travailler. Elle n'a pas forcément vocation à s'intéresser à toutes les espèces. D'ailleurs, il y a déjà des espèces qui sont gérées par d'autres organisations régionales des pêches, comme les thons, par exemple. Ils sont gérés par l'ICAT pour tout l'Atlantique. Donc voilà, le périmètre espèce aussi va être une des grandes discussions. Et puis après, il y a tout l'aspect, évidemment, juridique, statutaire de cette organisation. Et puis aussi, ce qui suscitait quand même quelques inquiétudes, c'est que tout ça a un coût nécessairement. Je veux dire, vouloir être plus ambitieux, ça veut dire s'assurer de disposer de plus de moyens. Et donc, combien ça va coûter, et surtout comment on va supporter équitablement à 34 ces nouvelles ambitions. Nicolas Diaz, est-ce que les pêcheurs de la Guadeloupe gagnent bien leur vie ? Alors, c'est une grande question. Et là, autant on manque de suivi simplement des ressources et des stocks, on a maintenant un suivi de l'activité assez précis, et on manque cruellement de suivi économique. Alors, je sais que c'est une ambition de la région, maintenant, puisqu'on parle bien d'économie, c'est une ambition de la région que de se doter d'un observatoire de suivi de la pêche, tant pour la production, l'activité des flottilles, et puis surtout les revenus générés pour les pêcheurs, et puis pour l'ensemble du territoire. Nicolas Diaz, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La CIMAD, l'association qui défend la dignité et les droits des personnes étrangères sans papier, dénonce des pratiques démesurées des préfectures des 3 départements, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Nos départements ne seraient pas en reste en matière de course à l'expulsion. On regarde le reportage d'Isabelle Hameau. En Guadeloupe, les retenues restent en moyenne 6 jours au centre de rétention administrative, puisqu'en réalité, 48% de ces personnes sont expulsées avant le 6e jour. Pour elles, aucun moyen de faire valoir leurs droits.
Il y a principalement deux cas de figure dans lesquels les personnes placées en rétention ne peuvent pas exercer normalement leur droit au recours judiciaire. Le premier cas de figure, il est le résultat d'un régime dérogatoire en Outre-mer qui fait que même si on fait un recours administratif pour faire annuler la décision, ce recours n'est pas suspensif, c'est-à-dire que le temps que le tribunal rende sa décision, on peut quand même être expulsé. Donc ça, c'est le principal manquement au droit au recours effectif en Outre-mer. Le second, c'est pour toutes les personnes qui viennent de Martinique ou de Saint-Martin, qui ont un véritable manque d'accès aux droits, puisqu'il n'y a personne pour vérifier que leurs droits soient respectés, qu'on constate par le peu de personnes qui arrivent jusqu'à nous des violations massives de leurs droits, et que de ce fait, elles n'ont pas le temps, généralement, avant leur expulsion, de présenter un recours devant le juge judiciaire. Selon la CIMAD, l'objectif de la politique d'expulsion dans le département semble de gonfler les chiffres au maximum. Pour la Guadeloupe par exemple, mais ça correspond aussi au constat qu'on a au niveau national, sont ciblées en particulier les nationalités facilement expulsables. Par exemple les personnes pour la Guadeloupe ou de la Martinique qui viennent de la Dominique, qui sont très facilement expulsables. En moins de 24 heures en général, les personnes sont parties. Et en dépit de la loi qui fait que sans visa, ces personnes ont une autorisation de revenir pendant 15 jours, on continue à les expulser tout en sachant très bien qu'ils vont revenir, voire repasser au centre de rétention une fois, 2 fois, 3 fois par an. Tout ça, c'est pas pris en compte. L'idée, c'est de noter qu'on a fait une expulsion de plus chaque fois qu'on arrête un Dominiquais, par exemple. Autant de raisons qui poussent la CIMAD à réclamer la fermeture du centre de rétention des Abîmes. En 2015, celui-ci comptait 416 personnes enfermées, mais la CIMAD n'a été informée que de 363 placements. Reste avec nous dans un instant, gros plan sur un fruit chargé d'histoire, le fruit tapin. Et puis nous saurons si vous êtes favorable aux vacances studieuses avec les enfants dans un instant. Les salariés du Crédit Agricole maintiennent la pression. Ils sont toujours mobilisés devant le siège social situé aux Abîmes. Depuis hier, 27 agents sur 28 sont fermés. En cause, ils refusent la renégociation d'un accord national dit de rétribution globale. Leur salaire variable serait ainsi transformé en salaire fixe avec la suppression de la prime de 40% de vie chère. La direction, elle, pour le moment muette, ne souhaite pas se prononcer tant que les non-grévistes n'auront pas regagné leur poste de travail. Des images signées Isabelle Hameau. Et les grandes vacances approchent à grands pas avec chaque année son lot de fonctionnaires ultramarins qui rentrent au pays. Tous les 3 ans, ils peuvent bénéficier de 65 jours de congés bonifiés. Mais il est parfois difficile d'obtenir ce droit pour les agents, notamment dans l'administration pénitentiaire d'Île-de-France. Le reportage est signé Éric Dupuis d'ATV Paris. Au moment des grandes vacances, ce quartier où résident les agents pénitentiaires se vide de certains de ses habitants originaires d'outre-mer, qui retournent pour plusieurs semaines dans leur territoire d'origine. Ce couple de Guadeloupéens a en théorie le droit cette année de prendre un congé bonifié, mais comme il y a 3 ans, il se l'est vu refuser. On se dit ras-le-bol par rapport au métier, on se demande pourquoi on est là, déjà. Bon, c'est vrai que c'est un emploi, il y en a qui en cherchent, c'est vrai qu'on a la garantie, mais en même temps on se dit que on est fonctionnaire, mais on n'a aucun avantage. On est sorti de notre île et on n'a droit à rien du tout. Les congés sont imposés, les bonifiés, ils veulent les imposer. Leur administration a demandé de prendre les congés hors grandes vacances, ce qui n'est pas possible pour ce couple avec 2 enfants scolarisés. Malgré plusieurs démarches, ils sont toujours dans l'expectative à quelques jours de la fin des classes. Pour le moment, pas de vacances. Ne sachant pas si nous pouvons partir ou pas, nous avons dû prendre des billets pour nos enfants, pour eux puissent profiter des vacances en famille aux Antilles. Et ils ne sont pas les seuls dans cette situation. Ce syndicat milite pour améliorer la gestion des congés bonifiés dans l'administration pénitentiaire. Alors des dossiers comme ça, comme je vous le dis, on traite 160 environ, et puis par an, pour les périodes de juillet-août et puis décembre-janvier. Le gros problème pour l'administration, c'est la concentration des demandes pour la période estivale. Contactée à plusieurs reprises, la direction n'a pas souhaité s'exprimer sur un sujet qu'elle reconnaît sensible. Rien qu'en Île-de-France, ce sont près de 600 demandes de congés bonifiés qu'il faut arbitrer
chaque année. Et les festivaliers amateurs de zouk, de compas et de soukous peuvent se réjouir. Le festival World Creole Music de Roseau à la Dominique revient cette année, annulé l'an passé à cause de la tempête Erika. Cette édition promet d'être haute en couleurs. Ezra Winston, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous plaisir. êtes le directeur marketing de l'Office du tourisme de l'île de la Dominique. Alors vous êtes de passage chez nous pour amorcer justement une dynamique de promotion de ce festival. À quoi doivent s'attendre les visiteurs cette année? Un festival haut en culture, haut en couleurs et beaucoup de musique, quoi. Beaucoup de musique du monde entier. C'est le seul et le plus grand festival de musique créole du monde. Donc c'est le World Creole Music Festival et cette année, ça sera la 19e édition. Alors, il y aura lieu ce festival du 28 au 30 octobre 2016, mais quels sont les artistes invités? Quelle sera la programmation? Beaucoup d'artistes, notamment des Guadeloupéens. Donc, le vendredi soir, on a Timaya du Nigeria, on a Triple K, Pape Khan de la Jamaïque et bien sûr le Grand Méchant Zouk. Donc, c'est des musiciens de Kassav, en plus de quelques autres musiciens de la Guadeloupe et de la Martinique. Et le samedi soir, on a Ecstasy, c'est un groupe de la Dominique, on a Dédé Saint-Prix de la Martinique, on a Ophelia, Morgan Heritage de la Jamaïque, on a Wycliffe Jean et WCK. Et le dimanche soir, c'est la fête le dimanche 30, on a Timiki, Gentleman, c'est un Jamaïcain qui est... Timiki qui est l'ancien, qui est le fils de l'ancien président d'Haïti. Voilà, exactement. Et il y a une surprise aussi avec Timiki, bon, je ne pourrais pas dévoiler ce soir. Il y a Gentleman, un Jamaïcain qui habite en Allemagne, qui joue la musique du reggae. Et il y a Akon qui a chanté avec Michael Jackson. Et bien sûr, notre chère princesse, Michael Anderson. On sent une volonté en tout cas de rattraper l'année perdue, celle de l'an passé, puisqu'on s'en souvient, elle avait été annulée cette édition à cause du passage de la tempête Erika, 31 morts, d'importants dégâts d'un point de vue matériel. Est-ce que la Dominique s'est remise de cette catastrophe? Justement, et on veut dire merci à la Guadeloupe, parce que c'est la Guadeloupe qui nous a soutenus, c'est les premiers aides qu'on a reçues, c'est de la Guadeloupe, et on veut dire merci. Et la Guadeloupe continue à nous soutenir, nous apporter de l'aide. Et je veux citer le CORECA, l'association Contact Recherche, dirigée par M. Mérian, qui nous a vraiment soutenus, était là avec nous, qui nous a donné pas mal de choses. Et grâce à ça, la Dominique, le pays s'est relevé. Et les Dominicains, c'est un peuple résilient. Donc, on a tout mis en œuvre pour que la Dominique soit où elle est aujourd'hui. Donc, elle est fin prête, en tout cas, à recevoir des milliers de visiteurs. Oui, et justement, c'est pour ça que je suis venu ici dire aux Guadeloupéens, aux Antillais, tout le monde qui me regarde ce soir, de venir à la Dominique, venir pour le festival de musique, voir autre chose, voir la Dominique autrement, pour se ressourcer, pour explorer, pour voir la Dominique, la culture dans toutes ses couleurs. Donc, c'est un mélange de peuple, un mélange de culture. Et pour le mois d'octobre, c'est le mois de créole en Dominique. Donc, on a tout ce qui est créole, parce que c'est notre langue. On veut protéger et continuer à promouvoir le créole. L'après Erika aura été marqué par un renforcement de la coopération entre la Guadeloupe et la Dominique au niveau sécurité, scientifique, technique. Quelle nouvelle impulsion souhaitez-vous donner justement à une coopération culturelle entre la Guadeloupe et la Martinique, entre la Guadeloupe et la Dominique? Oui, on va continuer dans ce sens parce qu'on a eu des pourparlers avec des représentants de la région pour parler notamment de coopération en matière de tourisme et culture. Donc, on aimerait faire beaucoup plus de choses, coopérer, faire des vrais projets. On a aussi vu le lycée des métiers de l'hôtellerie. Et on a eu des pourparlers, donc on veut faire des échanges entre des lycées de Dominican State College et ce lycée de la Guadeloupe. Donc, on veut continuer à coopérer réellement, mais pas sur le papier, mais avec des actions réelles. Vous sortez dit, nous avons parlé tous les deux, oui. Quel genre de coopération, qui forme et qui prend? Nous voulons faire une coopération en tourisme, en matière de tourisme, pour proposer une multidestination. C'est-à-dire, là, c'est mon sortie en métropole. La France, ils peuvent venir passer 4 jours en Guadeloupe pour la plage et ils peuvent venir passer 3 jours en Dominique pour l'hiver. Parce que c'est ça, nous, c'est l'écotourisme. Et nous avons aussi, là, c'est mon sortie en Angleterre. Venir en Dominique, ils peuvent passer 4 jours en Dominique et 3 jours en Guadeloupe. Donc, c'est pour ça nous voulons faire coopération. Et au niveau de la culture, pour les artistes dominicains,
viennent passer des temps ici, coopérer et artistes guadeloupéens continuent à venir en Dominique. Qu'est-ce qu'on fait encore pour coopération là, ça élargie? Ben, sensibiliser le peuple, sensibiliser ces gens-là, parce que si ces gens-là ne connaissent pas, ils croient que bon, ils envahir nous, mais ce n'est pas une question d'envahir, c'est une question de coopérer. Comme l'Union européenne, on est dans un bassin de la Caraïbe et quand on ne veut pas, on s'est obligé. Pour le survie de la Caraïbe, c'est la coopération. Ça passe par la coopération, il n'y a pas d'autre moyen. L'association à pays à Caraïbes fait en réunion pas ici longtemps qui ça à Cuba. Quand on a pensé de ça, il y a besoin de faire en région qui a représenté la paix. Eh bien justement, à faire la paix, on va espérer, nous avons tout qu'à espérer. Mais nous savons qu'il faut nous coopérer, que nous voulons ou pas. Les États-Unis qui ont coopéré avec le Canada, mais ils ont essayé de coopérer avec le Mexique. L'Union européenne, bien que bon, ça a mal passé, mais bon, nous voyons que pour être plus fort, c'est l'unité qui a fait la force. Justement, qui regarde capoter à ça qui a fait au Royaume-Uni, qui a quitté l'Union européenne? Eh bien, c'est pour montrer que les politologues ont fait une prédiction, ils ont dit un bitin, mais c'est le peuple qui a choisi. Et là, on met trop austérité sur le peuple qui a dit après un moment, non, on ne veut pas. Donc c'est pour ça que les technocrates ont fait un lobbying, mais c'est le peuple qui a décidé. Le peuple n'a pas une volonté de faire ça, il voulait. C'est le peuple, le gouvernement, c'est nous, le peuple. Ezra Winston, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Leur rôle est de maintenir les neurones sous tension pour certains parents et pour d'autres, il ne sert à rien de faire travailler les enfants pendant les grandes vacances. Et vous, qu'en pensez-vous, Patrick Curie vous a posé la question, on regarde ensemble, nous garder. Ça ne fait pas de mal, il faut garder quand même le rythme, je pense. Ça ne peut pas faire de mal, hein, mais bon, c'est vrai que les vacances, c'est quand même les vacances, il faut couper, puis prendre du plaisir. Mais ça ne peut pas faire de mal quand même, de temps à autre, un petit exercice pour ne pas trop être perdu à la rentrée. Il faut garder un bon niveau pour faire bien la rentrée. On voit au niveau de la rentrée scolaire, quand ils font les évaluations, que souvent ils ont perdu certaines notions qu'ils avaient pourtant acquis au cours de l'année précédente. Et avec quelques petites révisions, une demi-heure tous les jours ou tous les 2 jours, souvent ça se passe mieux. Parce que bon, ça permet de maintenir le rythme de l'école. Un mois de vacances, un mois de travail. Parce que les vacances sont les vacances, les enfants ont besoin de décompresser, de s'amuser avant de recommencer l'école, sereinement. Peut-être 22 jours de vacances et après la rentrée, on va faire un petit peu pour rafraîchir un peu la mémoire. Moi, toute mon enfance, j'en avais, donc il faut que ça continue. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative quand même, parce que s'il n'y a pas de devoir, tout le temps jouer avec des amis, bon, je ne dis pas le contraire, mais il faut qu'il y ait quand même un suivi scolaire pendant les vacances à un certain moment. Oui, il faut des vacances quand même. Il ne faut pas être acharné sous les devoirs, hein, mais bon, il faut quand même... Il faut laisser l'enfant s'amuser, et puis peut-être 12-11 jours avant la rentrée pour rafraîchir un peu la mémoire. Une heure, 2 par jour. Je ne pense pas que ça leur tue les vacances. Hein. L'association lamantinoise Nouvelle Voix organise en partenariat avec la ville du Lamentin la 2e édition de la fête du fruit à pain, intitulée Fouille à pain en moments enfants. Une manifestation pour valoriser cet arbre et son fruit. Focus sur un fruit chargé d'histoire et de poésie avec Linda Kayarsi. La médiathèque du Lamentin est devenue le temple du fruit à pain. L'or vert de la Caraïbe livre tous ses secrets. Fruit à pain en 3D, nous avons donc 3 sections dans cette exposition. La première section, le fruit à pain au carrefour des disciplines. C'est donc la présentation de l'arbre à pain, les travaux de recherche faits autour de l'arbre à pain. Deuxième section, c'est la section le fruit à pain en bouche, où on présente tout ce qui peut se faire, tout ce qui se fait en Guadeloupe et autour de nous et plus autour de la Guadeloupe avec le fruit à pain. La troisième section, c'est la section économique avec l'exemple de M. Dacalor qui a une exploitation d'arbres à pain sur un demi-hectare. 3 thématiques pour éveiller la curiosité intellectuelle, gustative, autour d'un légume riche en histoire. Fruit à pain moments enfants, c'est pour faire référence à l'époque en temps saurin où la Guadeloupe était isolée, ne recevait rien du tout. Donc il fallait bien nourrir
les petits Guadeloupéens. Donc le fruit à pain étant un fruit qu'on peut cueillir toute l'année et avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Donc à cette époque, le fruit à pain a été très développé. Il est important aujourd'hui pour les membres de l'association Nouvelle Voie de redonner aux fruits à pain ses lettres de noblesse. Nous estimons que le fruit à pain est présent, mais avec des difficultés dans notre quotidien. Et on a voulu lui rendre à la fois hommage et montrer qu'il a encore bien des services à rendre aux Guadeloupéens et à la Guadeloupe. Alors il résiste encore dans les faubourgs de Pointe-à-Pitre, hein, on le voit, dans ce qu'on pourrait qualifier de banlieue. Il existe encore dans les campagnes, mais on sent qu'il est un peu un tournant un peu de sa présence dans la société guadeloupéenne. Et nous voulions rendre au fruit à pain toutes ses chances de reprendre son développement et de consolider sa présence parmi nous. Pour l'occasion, un concours a été organisé dans plusieurs établissements scolaires lamantinois. Objectif, sensibiliser à la préservation de l'arbre à pain. L'image, la réputation du fruit à pain en Guadeloupe, manger à rochon, ceci et cela, on est un petit peu sceptique. Mais quand vous regardez les panneaux, ce qu'il y a eu comme recherche et les productions, donc il y a de quoi espérer. Et comme j'ai pour habitude de dire, quand on dit sous papette pour fruit à pain, nous courons devant nous. La fête du fruit à pain, c'est toute la semaine avec bon nombre d'animations comme des conférences ou encore des ateliers débats, avec un point d'orgue, le rendez-vous culinaire de samedi. C'est l'heure des informations pratiques maintenant à vos stylos. Le Centre d'investigation clinique lance un appel aux volontaires sains n'ayant jamais contracté le chikungunya afin de participer à la mise au point du vaccin pour vaincre le virus. Une indemnisation est prévue, d'ailleurs pour les volontaires, une indemnisation qui peut aller jusqu'à 900 €. Et les inscriptions pour le transport scolaire de la ville des Abîmes et de Pointe-à-Pitre, qui dépendent de Cap Excellence, débuteront dès lundi 4 juillet. Le retrait des dossiers pourra être téléchargé sur le site de Cap Excellence ou à retirer à l'accueil. Le dépôt des dossiers, en tout cas, devra s'effectuer avant le 5 août. Et puis, il y aura des coupures d'eau aux Abîmes dans plusieurs quartiers, notamment au Rézé, la résidence Papyrus, celle des Nénuphars et de la Mangrove. Un retour à la normale est prévu en début d'après-midi. Et enfin, si vous voulez donner votre sang, la collecte mobile sera demain à la place de l'Office du tourisme dans le centre-ville des Abîmes de 8 h à 12h30. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.